Que nous dit la beauté? Voilà sans doute l'une des questions les plus essentielles de notre humanité. Mais puisque la beauté n'est jamais très loin, et qu'il convient peut-être d'aller la regarder de plus près, eh bien une fois n'est pas coutume, je vous propose, pour cette vidéo, d'aller dehors. Que se passe-t-il en nous quand la beauté fait soudainement irruption dans notre existence? Que se passe-t-il? Eh bien, il se passe quelque chose d'absolument surprenant. C'est que soudainement, nous nous arrêtons et nous regardons. Il faut réfléchir cette double action, ou plus exactement cette action double, cette action à deux faces. Nous nous arrêtons. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien déjà, cela veut dire que soudainement, notre action s'arrête. Nous étions en train de faire quelque chose. Nous travaillions, nous réfléchissions, nous dessinions, nous remuons la terre, peu importe. Nous étions en train de faire quelque chose. Et soudainement, nous nous arrêtons, comme absorbés, happés par un spectacle. Comme si finalement ce spectacle nous arrachait à notre action. Comme si ce spectacle nous sommait de nous arrêter. Arrête-toi et regarde. Voilà ce qui se passe lorsque la beauté fait irruption dans notre existence. Et derrière cet arrêt de notre action s'arrête bien évidemment toute notre recherche pour assurer au mieux notre subsistance. Nous cessons soudainement d'être préoccupés par notre existence. Nous cessons de nous demander comment faire pour manger ce soir, comment faire pour gagner de l'argent, comment faire pour nous élever socialement. Soudainement, tout cela se trouve suspendu. Cette suspension de notre action n'est pas sans importance, elle est même absolument capitale. En réalité, la plupart du temps dans notre vie, nous cherchons à assurer notre subsistance. Nous cherchons notre sauvegarde, notre survie, peu importe comment on l'appelle. C'est une modalité de notre vie très animale finalement. Nous cherchons comment nous nourrir comme l'animal, comment nous abriter, comment nous reproduire, peu importe. L'animal, lui, ne regarde pas la beauté de la nature, pas plus qu'il ne regarde la beauté de l'œuvre d'art. L'animal exploite la nature. J'en veux pour preuve que le guépard, lorsqu'il part à la chasse, ne regarde pas la beauté de l'antilope ou de la gazelle sur laquelle il va se jeter. Il la regarde comme une proie, comme un déjeuner, sans plus. Et quand il n'a pas faim, il ne la regarde pas. Eh bien, il y a là quelque chose d'absolument important. Ça veut dire que l'animal, quand il ne chasse pas, il est au repos. Et puis c'est tout. Mais nous ne sommes pas tout à fait comme ça. Nous, la beauté nous interpelle. La beauté nous somme de suspendre notre action. Elle nous somme de nous arrêter de travailler pour entrer en contemplation. Et ce n'est pas rien parce que cette suspension de la recherche de la meilleure façon d'assurer notre subsistance, nous aurons à explorer ce que cela veut dire et quel sens cela peut avoir. Mais en réalité, ce qui est sûr, c'est que devant la beauté, qu'elle vienne de la nature ou qu'elle vienne d'une œuvre d'art, eh bien devant la beauté, nous cessons d'être préoccupés par notre existence. Comme si en nous, quelque chose, soudainement, se libérait. Parce que la recherche de notre subsistance nous enferme en réalité dans l'ordre de la nécessité. Si nous voulons assurer notre subsistance, si nous voulons réussir à travailler, eh bien, il faut pour cela que nous dépensions une énergie, et si possible, pour nous aider dans cette dépense d'énergie, eh bien, que nous réussissions à capter ou à fabriquer quelques outils pour nous rendre plus forts,
Le problème de l'outil, le problème de la technique, c'est que la technique nous rend plus forts. Voilà pourquoi elle nous aide à assurer notre subsistance. Voilà pourquoi, en réalité, nous avons toujours besoin d'outils pour réussir dans le combat qui nous oppose à la nature, pour lui arracher notre subsistance. Nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de la force de l'outil, de la force des machines. Mais si nous avons besoin des outils pour arracher notre subsistance à la nature par notre travail, eh bien la beauté, elle, vient nous arracher à ce souci. Heidegger nous aide à comprendre cette différence. Imaginons que nous soyons au bord du Rhin et que nous venions voir ce fleuve et le soleil qui scintillent sur les eaux. Que penserions-nous? Eh bien, Heidegger nous dit que cela dépend de l'homme que nous sommes. Commençons par faire venir un peintre au bord de ce fleuve. Que ferait-il? Émerveillé par le scintillement du soleil sur les eaux, il planterait certainement son chevalet et commencerait à peindre. Mais maintenant, faisons venir un ingénieur. L'ingénieur, lui, ne serait pas émerveillé par le scintillement du soleil sur les eaux, mais peut-être plus par le bruit du remous de l'eau qui s'écoule. Et dans ce fleuve qui coule, il entendrait immédiatement un débit. Et immédiatement il se dirait: quel fleuve formidable! 300 mètres cubes de débit à la seconde. Nous pourrions construire ici, sans doute un barrage qui pourrait alimenter bien des foyers en électricité. Voilà la différence. Il ne s'agit pas, bien entendu, de jeter la pierre à l'ingénieur. Nous avons besoin des ingénieurs et nous ne pouvons que leur remercier d'avoir supporté et amené dans nos maisons l'électricité qui nous permet d'avoir des outils électriques qui nous facilitent grandement la vie et nous permettent de gagner bien du temps pour assurer notre subsistance. Mais s'il ne faut pas opposer l'ingénieur à l'artiste, il ne faut peut-être pas non plus laisser l'ingénieur étouffer l'artiste. Venons-en maintenant au deuxième volet de la contemplation. Nous nous demandions tout au début, qu'est-ce que la contemplation? Ce qui nous arrête et ce qui nous somme de regarder. Commençons donc à regarder. Et que voyons-nous? Eh bien d'abord, la première chose que nous pourrions dire, c'est que la nature ne semble pas avoir été faite par un ingénieur. Car il suffit de regarder, d'écouter, de sentir, pour comprendre qu'en réalité, la nature n'est pas un champ de force, qu'elle n'a sans doute pas été faite par un ingénieur qui calculait la force, mais peut-être sans doute plus par un peintre. Regardons d'abord ses couleurs, le ciel qui se reflète dans l'eau, les montagnes, tout. Tout ici semble annoncer que celui qui a pensé la nature, si tant est qu'il y ait quelqu'un qui l'ait pensé, qu'en tous les cas la nature est plus l'effet d'un peintre formidable, comme bon nombre de penseurs l'ont conclu. Parce qu'en réalité, cette harmonie des couleurs est tout simplement sublime. Eh bien, cette paix, cette harmonie, ne renvoie pas directement à l'idée d'un ingénieur, à l'idée d'une lutte pour l'existence, comme nous en a parlé Darwin. On peut légitimement supposer donc qu'il y avait dans le regard de Darwin un ingénieur qui s'ignore. Ce n'est pas d'ailleurs sans raison que Darwin a sans doute puisé son inspiration dans ce texte d'Adam Smith, La richesse des nations, dans ce texte fondateur du libéralisme, qui en réalité nous fait croire que la question la plus urgente, la plus brûlante de notre existence, est bien d'assurer notre richesse pour assurer notre subsistance. Eh bien, il y avait sans doute, dans ce regard d'Adam Smith sur la nature et sur le monde et sur les nations, la même chose que dans le regard de Darwin sur la nature, un regard d'ingénieur qui étouffait l'artiste. Parce qu'en réalité, ce que la nature nous révèle d'abord, c'est qu'à son principe se trouve un peintre formidable. De quoi la nature nous parle? Eh bien, peut-être bien qu'elle nous parle de nous.
En réalité, la nature nous invite à nous extraire du monde de la domination, du travail, de l'accroissement de notre puissance, de l'épuisement des ressources énergétiques. La nature nous invite à sortir de la nécessité pour peut-être entrer dans la liberté. Ce que la nature nous dit, ce pourquoi elle nous arrête, ce pourquoi nous sommes émus devant le spectacle de la beauté, c'est qu'en réalité, elle vient rejoindre en nous une aspiration à la liberté. La nature ne nous arrêterait pas, la nature ne suspendrait pas notre action s'il n'y avait pas en nous quelque chose qui aspire à être suspendu. Eh bien, je crois que ce qui différencie fondamentalement l'homme de l'animal peut-être se joue là. L'animal ne sort pas de la nécessité. Il ne s'arrête pas pour regarder la beauté de la nature ni la beauté d'une œuvre d'art. Il ne s'arrête pas devant la beauté. Parce qu'en lui, rien n'aspire à s'extraire de la nécessité. Sauf qu'en l'homme, quelque chose aspire à s'extraire de la nécessité. Et ce qui aspire à cette extraction, c'est notre désir de liberté. Nous rêvons, nous aspirons à la beauté, comme dit Simone Veil. Nous aspirons à la beauté de la nature, nous aspirons à la contemplation, parce que nous rêvons de liberté. Nous aspirons à nous extraire de l'ordre de la nécessité, de celle du travail, comme de celle de la domination d'ailleurs, et nous aspirons à l'harmonie. Sans doute est-ce là notre désir le plus profond. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser l'ingénieur étouffer le peintre. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser le monde des affaires, le monde de la domination sociale étouffer en nous la part de l'artiste. Ou, pour reprendre cette belle fable de La Fontaine, il ne faut pas laisser la fourmi tuer en nous la cigale. Bien sûr qu'il faut travailler, bien sûr qu'il faut assumer sa subsistance et qu'il faut essayer de l'assumer et de l'assurer le mieux possible. Mais il ne faut pas que ce souci, que cette préoccupation nous détourne, comme le dit Heidegger, de tenter d'habiter le monde. Nous devons habiter le monde. Nous devons habiter cette nature et l'habiter en hôte, l'habiter non pas en contremaître, mais l'habiter en hôte, c'est-à-dire laisser s'exprimer en nous ce désir de liberté qui nous tenaille au plus profond de notre être, car l'être humain est fait pour la liberté. Que nous dit ce Laocoon, cette célèbre sculpture exposée au musée du Vatican? Il s'agit d'un homme qui lutte contre un serpent. Cet homme souffre, mais cette souffrance n'est pas la souffrance du travail. Cet homme n'est pas sculpté en train d'essayer de briser des cailloux, de soulever des rochers ou de transpercer une montagne. Il n'est pas confronté aux 12 travaux d'Hercule. Cet homme est aux prises avec un serpent. Le serpent, c'est l'animal qui rampe, c'est l'animal qui ne peut pas quitter la terre, c'est l'animal qui est la signification même de notre enfermement dans l'ordre de la nécessité, ce qui nous retient par terre, ce qui nous retient en terre, ce qui nous retient dans la nature. Or, cet homme essaie de se débarrasser, comme s'il aspirait finalement à une liberté dont ce serpent le prive, comme s'il espérait se libérer de l'emprise de ce serpent pour pouvoir s'élever, comme si finalement il essayait d'être le contraire du serpent. Quand le serpent ne peut pas s'élever, l'homme essaie de briser ce lien qui le rattache au serpent pour pouvoir s'élever lui-même vers d'autres préoccupations, d'autres soucis, d'autres formes d'humanité. Eh bien, je crois que ce Laocoon nous parle de nous. On dirait qu'il aspire à se libérer du serpent pour jouir de sa liberté. Eh bien, je crois qu'il est la figure même de notre humanité. Essayons pour terminer de revenir sur cette méditation sur la beauté et notamment sur cette dernière méditation sur le Laocoon. Sans doute aussi, nous, un serpent nous mord la cuisse. Sans doute aussi sommes-nous dans un combat pour assurer notre subsistance. Et ce serpent, bien évidemment, n'est plus celui du Laocoon, il n'est pas même celui
du livre de la Genèse. Il est peut-être plus proche du serpent monétaire qui s'abat sur nous et qui nous mord et qui nous oblige à ce combat permanent pour assurer notre subsistance. En d'autres termes, peut-être a-t-il non l'argent. Bien sûr qu'il en faut, et bien sûr que chacun doit s'efforcer de vivre le plus confortablement possible et assurer sa subsistance. Mais il ne faudrait pas qu'en nous, le regard de l'ingénieur étouffe celui du peintre ou du sculpteur ou du musicien ou du littérateur. Il ne faudrait pas qu'en nous, l'ingénieur étouffe tout. Je crois qu'il y a sans doute quelques rapports entre l'état de notre planète et l'état de l'humanité. Peut-être bien que nous avons trop longtemps laissé l'ingénieur étouffer le poète. Et peut-être faut-il que nous revenions un peu plus vers une contemplation plus fréquente des œuvres d'art et de la beauté. Et à ce titre, on ne peut que déplorer le traitement qui est réservé à l'art par notre école. Parce qu'en réalité, excepté une heure d'art plastique et de musique, au collège pendant 4 ans, après l'art est tout simplement chassé de la formation. Eh bien, il me semble que, sans doute, bien des violences sociales, bien des violences de notre monde s'atténueraient si nous cessions un peu, si nous nous retrouvions capables d'arrêter un peu notre travail, notre recherche constante de toujours plus de ressources et de puissance pour tout d'un coup entrer dans la simple contemplation de l'œuvre d'art. Arrêtons-nous et regardons.